je suis Arlette Barré. J'ai jusqu'à l'an dernier été prof à Paris 4. Je suis historienne des arts appliqués. J'aime beaucoup dire arts appliqués, parce que justement dans le cadre de Prouvé, c'est pas mal. Arts appliqués et design à Paris 4. Et j'ai commis un certain nombre d'ouvrages sur le mouvement moderne français en particulier et effectivement tout ce qui se rapportera à ce qui va être effectivement assez vite, c'est-à-dire quand même 10 ans après les Allemands, mais quand même assez vite pour la France, un mouvement moderne avec l'Union des artistes modernes qui est né d'une scission à l'intérieur de la Société des arts décoratifs, la SAD, donc qui était un mouvement un peu on va dire, un peu en retrait, quoi. C'est-à-dire qu'en 29, au moment de la création de l'UAM, la SAD avait déjà presque 30 ans, et donc ils étaient en train de se renouveler, mais visiblement aux yeux de la jeune génération, dont faisait partie Prouvé, ils ne se renouvelaient pas assez vite. Bon. Et Prouvé est membre fondateur de Alors, Jean Prouvé, donc, est membre fondateur. Il apparaît en tout cas comme membre fondateur dans les statuts de l'Union des artistes modernes, bien que, et ce sera relativement une constante, il n'ait pas assisté à l'Assemblée générale fondatrice parce que il avait autre chose à faire à Nancy. Il avait déjà un atelier important, je crois qu'il était encore... je ne sais pas s'il était encore rue du Général Custine ou quelque chose comme ça à l'époque. Il avait une cinquantaine de compagnons, donc il avait pas mal de boulot. Et effectivement, dans l'histoire des rapports entre Prouvé et l'Union des artistes modernes, qui sont excellents sur le fond, excellents. Je veux dire, c'est évident que des gens de la génération de Prouvé, de Charlotte Perriand, de Le Corbusier, de beaucoup de Nancéens, ça, c'était aussi, je me suis aperçue de ça en travaillant récemment, en retravaillant. Il y a beaucoup de Nancéens à l'Union des artistes modernes. Il y a un affichiste célébrissime qui est Paul Collin. Il y a les André, les frères André. Il y a Cournot, que j'adore. Étienne Cournot, qui est très proche de Prouvé, mais sur un autre territoire qui est plutôt le territoire de l'art. Bref, dans cette génération-là, c'est évident que Prouvé avait un rôle à jouer, qu'il a joué, mais sans... Je crois qu'il s'est jamais pris pour un leader, un gourou, quoi. Il s'est pas pris pour Le Corbusier, si j'ose dire. Donc, il a été toujours extrêmement présent, extrêmement en empathie avec... il était présent à toutes les expositions annuelles. Chaque fois qu'il y avait un problème, on le consultait. Mais enfin, il n'était pas forcément sur place, puisque le siège, on va dire, administratif de l'UAM était à Paris. À part ça, il était... chaque fois qu'il y avait quelques difficultés, parce que évidemment on est dans une période absolument terrible, je veux dire, pour initier un mouvement avec les moyens qui auraient dû être là, on arrive en pleine crise de 29, si j'ose dire. Et ça, c'est une cata, quoi. C'est véritablement une catastrophe, parce que très vite, l'Union des artistes modernes va manquer de moyens. Ce qui ne les empêche pas de créer, bien sûr, mais de faire un certain nombre de propositions architecturales dans le domaine du design, artistique, dans tous ces domaines-là, qui, en tout cas, en raison de la situation économique, vont pour la plupart rester à l'état de prototype, quoi, ou de prototypes hyper avancés, ou de choses faites en petite série, alors qu'évidemment l'objectif, c'est d'arriver à une... industrialisation est un mot très fort encore pour l'époque. Il faut pas faire d'anachronisme langagier non plus, parce que l'industrialisation du mobilier, c'est le rêve depuis longtemps, mais c'est pas encore tout à fait une réalité. Alors Prouvé, lui, il passe à l'action d'une certaine manière. C'est-à-dire que il l'a dit quelquefois dans les comptes rendus de l'UAM. Il le dit gentiment. Il dit c'est bien beau tout ça, mais moi il faut que je bosse, quoi. Il faut que je mette les choses en forme.
ce qui est quand même une des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler un designer, hein, en tout cas un constructeur, c'est de mettre les choses en forme, c'est de donner forme aux choses. Et donc il est beaucoup dans son atelier. Il sera après, évidemment, à Maxéville avant qu'il ne la perde, avant qu'il ne perde l'usine, mais il fait. Hein, c'est-à-dire que le prototype, si j'ose dire, l'œuvre se fait en marchant, quoi. Elle se fait sur le tas, hein, vraiment. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est une des très belles caractéristiques de Prouvé, c'est que c'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui aime le faire. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je dis faire, dans tous les sens du terme, c'est pour ça que je disais qu'arts et métiers, c'était quelque chose qui lui convenait bien. Alors, après, il enseignera aux arts et métiers, mais je veux dire, arts et métiers, c'est quelque chose qui va bien à Prouvé, je trouve. Hein. C'est effectivement un homme de l'art. Bon, c'est clair. Alors, art compris comme pas comme pratique artistique, hein, un homme de l'art, de son art. Et puis, métier, ben oui, métier, ferronnier. Et connaissance des techniques et surtout évolution des techniques, évolution des savoir-faire, évolution des styles. Il ne se contente pas d'être quelqu'un qui possède voire des savoir-faire, c'est aussi quelqu'un qui fait évoluer les savoir-faire. Ce que Nancy, la Lorraine, le Fer, bon, c'est une vieille histoire, si j'ose dire. Et donc, il aurait pu se contenter d'être... enfin, se contenter. Oui, il aurait pu s'inscrire dans la filiation des grands anciens de l'école de Nancy. Non, il a fait quelque chose de tout à fait formidable, c'est qu'il a transformé, d'une certaine manière, la vision qu'on pouvait avoir du fer, quoi, du fer, voilà, du métal, du fer. Et par rapport aux architectes de l'UAM, c'est-à-dire par rapport à sa façon de construire, écoutez, quand même, dans cette période-là, il n'a pas encore beaucoup construit, quand même. Il faut bien le dire. Ouais. L'UAM, c'est... Alors, on va dire, la très belle période de l'UAM, c'est 29-39. C'est un peu court. Hein. C'est-à-dire que 39, il va y avoir la guerre. Après, l'UAM va essayer de se reconstituer. Ça va pas être facile. Les temps ont changé. Enfin bon, bref. Hein, il y a cette espèce de dynamique que peut tenir, qu'on peut faire tenir dans 10 ans, quoi, hein, dans une décennie. Après, bon, ça se délite. Hein. Ça, il y a un petit peu avant, hein, et puis il y a ces 10 ans absolument fabuleux, et puis après, bon, il y a la guerre, puis ça se délite tranquille. Les grands projets architecturaux de Prouvé, c'est quand même après. Hein, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte. Hein. Bon, alors, il y a des choses qui ont à voir avec l'architecture. C'est-à-dire que tout ce qui est ferronnerie architecturale, les rampes, les escaliers, les grilles d'ascenseur, je ne sais pas s'il a fait des grilles d'ascenseur, mais enfin bon, tout ce qui est ferronnerie lié au bâtiment, ça oui, bien sûr, il a fait, hein, il a montré des choses à Nancy, il a montré des choses en 25 à l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris. Il y a eu la rencontre avec Malestévins, bien sûr, qui a été très importante pour l'inscription de Prouvé, on va dire, dans le milieu parisien. Pour que, effectivement, il rencontre Malestévins en 27, quand Malestévins est en train de faire le premier hôtel particulier de la rue Malestévins à Paris, qui est celui pour la famille Reifenberg, Madame Reifenberg, pianiste, Monsieur Reifenberg, industriel, je crois, bon, et il dit à Prouvé, voilà, j'ai besoin d'une grille, voilà, faites ce que vous voulez et posez dans un mois. Donc c'est une espèce de liberté fabuleuse qui est donnée à Prouvé. Déjà, Malestévins, c'est déjà un architecte assez... Enfin, il commence à avoir une réputation, puisque effectivement, il va construire... Enfin, il était un peu entrepreneur aussi à l'époque, ça pouvait se faire à l'époque, mais
il commence à avoir une réputation, et donc l'amitié entre Malestévins et Prouvé va inscrire Prouvé dans le milieu parisien. S'en suivront effectivement l'adhésion à l'Union des artistes modernes, la grande fidélité de Prouvé. C'est un type, d'abord, hein, magnifique, enfin je veux dire d'une probité et d'une j'allais dire presque d'une grâce au milieu de tout de ce qui peut apparaître quelquefois comme un petit marigot, quoi. Hein, bon. Et ils vont rester très très amis. Malestévins va mourir en 1945. Prouvé sera aussi un membre fondateur du club Malestévins, ce qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Il sera fondateur de l'As Chorale, qui était une assemblée, je crois, d'architectes pour la rénovation architecturale, enfin bon, quelque chose comme ça, encore un truc dynamique, enfin je veux dire, en avance, en progression sur l'époque. Donc c'est... Bon, alors, la mort de Malestévins, la guerre, l'éloignement de Paris, il s'est jamais véritablement installé définitivement à Paris à cette époque, mais font que les liens institutionnels, qui sont pas les liens les plus intéressants, hein, les liens institutionnels avec l'UAM on ne peut pas dire que ce soit des liens excessivement liés, noués. Par contre, il y a une attention permanente à ce que le groupement, le mouvement fait, éprouvé, qui acquiert lui aussi une certaine notoriété et est très souvent contacté par René Herbst, par exemple, qui est un designer que je considère pour ma part absolument magnifique, qui est aussi un homme du fer, F-E-R, hein, on l'appelait même l'homme d'acier, lui, parce qu'il était très lié avec les membres de l'organisation technique pour l'utilisation de l'acier, que Prouvé a aussi fréquenté, si j'ose dire, à travers de nombreux concours qui étaient lancés, surtout après l'arrivée du Front populaire en 1936. Il y a eu des concours publics qui ont été lancés pour le mobilier scolaire, pour un certain nombre de domaines de cette nature, et Prouvé, René Herbst, qui étaient tous les deux des praticiens du métal et des innovateurs sur le terrain de la forme, la forme tout court, vont eux aussi beaucoup travailler ensemble. Hein. Prouvé, René Herbst, c'est un tout petit peu moins connu comme relation, mais c'est une relation très très intéressante et très, très suivie. Par exemple, quand il s'agira pour l'Union des artistes modernes de chercher un petit peu d'air, quoi, hein, à se renouveler, et puis qu'il y aura la création du mouvement Formes Utiles, par exemple, Prouvé et Herbst en seront les deux principaux animateurs. Hein. Bon. C'est vrai qu'à l'intérieur de l'UAM, la collaboration dont on parle le plus, c'est celle avec Charlotte Perriand. Mais la collaboration avec, effectivement, Malestévins, Herbst, Pierre Charot, qu'il aimait beaucoup. Alors là, c'est deux amoureux du métal, mais qui ne pratiquent pas du tout de la même façon. Alors Charot est un peu plus vieux, bien évidemment. Charot pratique... chez Charot, c'est une poétique c'est une poétique du fer, quoi. C'est une poétique du métal. Hein. Il n'est pas métallier du tout. Il n'est pas comme Prouvé. Hein. C'est-à-dire qu'il dessine des trucs en métal, mais il les fait faire par son ferronnier, ce qui est tout à fait bien. Et chez Prouvé, c'est une... chez Prouvé, il y a une poésie de la technique, quoi. Hein, il y a presque une poétique de la technique chez Prouvé. Hein, c'est-à-dire que en même temps, il
il sait très bien que quand on plie quelque chose, bah on le plie, puis enfin on essaye, puis si ça casse, bah on recommence. Mais c'est pas quelque chose dans l'abstraction. C'est vraiment quelque chose qui est manuellement expérimenté, quoi. Hein, et ça, c'est magnifique. Donc, Charot Prouvé, c'est aussi quelque chose d'important à l'intérieur de l'UAM. Évidemment, tous les nancéens dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose là, quand même, dans ce groupement qui est formidable, quoi. Bon, un certain nombre de fois Prouvé dit je mérite pas d'une certaine manière d'appartenir à l'UAM parce que je vais à aucune réunion, je fais rien, blablabla. Bla, bla, bla. Il reste. Il reste. Il y a une grande. C'est presque une grande fidélité à des idéaux, quoi, d'une part de jeunesse et d'autre part qui sont des vrais, une vraie pensée de l'objet et de l'architecture dans ce moment, quoi, qui est important. Prouvé envoie une lettre de démission qui enfin, la participation de Prouvé à l'UAM s'arrête à un moment. Hein, ça doit être. Je crois que c'est quand il perd Maxéville, je crois. Il s'en remet pas, quoi. C'est terrible la perte de Maxéville. La perte de Maxéville dans les textes, dans les choses qu'on sait de Prouvé à l'époque, c'est un truc. On n'imagine pas à quel point ça a été pour lui une douleur. Alors bon, il envoie sa lettre de démission, tout le monde refuse sa lettre de démission. Donc, ça va s'arrêter comme s'arrêtera un petit peu dans une mort lente l'UAM, quoi. Bon, je crois qu'il faut attendre, je sais pas, les années 60, je crois, pour que l'association disparaisse en tant que telle, quoi. Mais enfin bon, il y avait eu après Formes Utiles, auxquelles Jean Prouvé a participé, dont il est un des membres fondateurs, l'association du Salon des Arts Ménagers, extrêmement importante, dont il était aussi un des membres fondateurs avec René Herbst. Bon, il est toujours resté comme ça, hein, dans cette amitié, qui est une amitié qui se fonde sur des objectifs esthétiques, sociaux, politiques. J'ai oublié de dire ça, hein, mais enfin bon, chez les Prouvés, on est depuis longtemps républicain, puis Dreyfusard. Hein, je veux dire, cette éthique de vie. Elle vient de loin, elle vient de son grand-père, de son parrain aussi, hein, d'Émile Gallet. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça chez lui qui sont dont on sait les fondements, hein, ou en tout cas, si on ne le sait pas complètement, on est en mesure de les subodorer par l'entourage, quoi. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Alors l'énergie prouvée. Je crois que il y a un petit groupe de rap là en ce moment qui chante un truc qui dit ne lâchez rien. Je crois que c'est ça, hein, vraiment. On lâche rien, quoi. Hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se casse la figure, on recommence à côté. Il y a enfin il se décourage pas, quoi. Je veux dire, c'est ça de l'énergie en fait aussi. Hein. Je veux dire, c'est d'abord, il y a une énergie créative très forte. Quand je dis créatif, c'est pas le petit crevard, c'est véritablement quelque chose qu'on va expérimenter, hein, créativement. Bon, on va expérimenter la matière, on va expérimenter la forme, on va expérimenter la combinaison des formes pour produire quelque chose. Ça c'est tout à fait formidable. Ça, c'est une énergie incroyable, quoi. Bon. Et puis, alors, très probablement après la perte de Maxéville, dans des conditions
Je ne sais pas si l'aluminium français existe toujours, je ne voudrais pas qu'il me colle un procès, mais dans des conditions qui étaient quand même un petit peu difficiles pour l'époque, enfin, un peu difficiles, injustes pour l'époque. On l'a carrément foutu dehors, quoi. Je veux dire, il n'était plus maître chez lui. Il n'avait plus le droit de rentrer dans son studio de création. Je veux dire, c'était hallucinant, quoi. Bon, et ben, il a recommencé. C'est un mot que j'aime pas beaucoup. Il a rebondi. Hein. Bon, oui, c'est ça. Il y a une énergie. Oui, il y a une énergie. D'ailleurs, on le voit. Enfin, je veux dire, quand on le voit un petit peu âgé, on voit. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a des portraits de lui jeune, mais il y a des portraits de lui en monsieur d'une 50aine d'années, avec les cheveux coupés en brosse, comme ça, cheveux un peu grisonnants, magnifique, enfin, ferme, quoi. Hein, déterminé. Je trouve que c'est une belle figure, quoi. Voilà, une belle figure. C'est ça l'énergie prouvée pour moi. Et les deux formules pour conclure. Alors la première, ne jamais copier, ne jamais plagier. Bon, ça c'est. Bon, bah tant mieux, ne jamais copier, ne jamais plagier. C'est extraordinaire, mais c'est une vieille idée, hein. C'est pas. C'est qui. C'est Gallet qui lui dit ça. Je sais plus qui lui dit ça, mais ça date de. Bon, d'abord de toujours. Alors, je ne veux pas faire ma pédante, mais on peut remonter à Platon. Hein. Bon, on est sur l'idéal platonicien du beau, du vrai. Du beau égale au vrai. Hein. Bon, je veux dire, voilà, on peut aller là. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement fondateur pour cette génération. Alors, qui pour certains d'entre eux sont à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, ce qui est le cas de Charot, de Mallet-Stevens, d'un certain de Le Corbusier, hein, bon, et tous le revendiquent, ce sont les arts and crafts anglais. Hein, ce groupement qui est en même temps des praticiens, des artistes, enfin, employons le terme de designer, qui est un anachronisme, hein, bon. Alors des designers, des architectes, des artistes, déjà au milieu du 19e, hein, avec un théoricien comme Ruskin et un praticien comme William Morris. Et la grande théorie, c'est de ne pas copier, hein, bien sûr. Ne jamais copier. Ne jamais copier. Et ne jamais faire un objet qu'on n'aimerait pas avoir chez soi. Voilà. Hein, c'est-à-dire se conformer à une sorte d'éthique, pour passer à au troisième mouvement, à une sorte d'éthique qui fait qu'on ne conçoit pas, on ne produit pas, on n'utilise pas des objets ou des... Quand je dis objet, je peux penser objet architectural aussi, hein, des objets qui ne seraient pas en adéquation. Alors, avec quoi? Avec l'éthique. Bon, ça c'est ce qui va recouvrir le tout. Mais ça veut dire donc quoi? Avec l'époque, avec la manière dont ils sont fabriqués, avec les matériaux du moment, avec un certain nombre de choses qui sont... mais à quoi est-ce qu'on reconnaît un objet? À quoi est-ce qu'on peut dire le moment d'un objet? C'est avec tout ça. Hein, c'est-à-dire... bon, il a utilisé le bois aussi, parce qu'on parle toujours qu'il est l'homme du fer, mais par exemple, il a su marier, allier de manière extrêmement forte le bois, je dirais même les bois, et voir les composants du bois, les composés du bois, comme le contreplaqué ou des choses comme ça, qui étaient des bois, enfin qui n'étaient pas vraiment des bois, mais des composés de bois, avec le métal. Bon, il est à chaque fois très représentatif d'un moment historique, hein, du moment historique
du moment d'apparition de son objet dans l'histoire, quoi. On peut parler d'histoire maintenant, parce que bon, il fait partie de l'histoire, hein. Donc, il est très identifiable. On identifie les choses d'avant la Seconde Guerre mondiale, les choses d'après la Seconde Guerre mondiale. On identifie très bien la période où il est encore très sous influence de l'école de Nancy. Ça va vite se tasser, mais enfin, par exemple, ce qu'il fait en 27 pour Malestévas, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il a fait en 25 pour le palais je crois que c'est le palais des Beaux-Arts de Lille, ou je sais pas quoi, où il a fait une grille, je me souviens plus très exactement, hein, bon. Mais alors, entre 25 et 27, là, tout d'un coup, il y a une explosion formelle et technique, donc, tout à fait intéressante. On voit bien ce qu'il fait après la guerre. Évidemment, on pense à la maison des jours heureux ou des jours meilleurs, je ne sais jamais comment on l'appelle. La maison des jours meilleurs, pour l'abbé Pierre en 53, 54, hiver 54, je crois. Bon, on identifie à chaque fois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans une staticité. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, oui, on comprend ce que je veux dire de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, hein, et qui bouge avec l'époque, qui bouge avec, mais pas comme quelqu'un qui cherche la mode ou le courant de mode. C'est quelqu'un qui cherche l'évolution formelle, l'évolution des modes de vie, les évolutions techniques, et qui, à ce moment-là, produit en adéquation avec le temps. Ça, c'est aussi quelque chose qui est... bon, ça ne lui est pas entièrement propre, mais il est parmi les quelques à qui on peut décerner cette espèce de quoi d'ailleurs, allez, allons-y, une médaille, quoi, comme une médaille de quelqu'un pour qui l'éthique est une des composantes essentielles du travail, quoi. Non. Et dans les cours, c'est pareil. Les cours au CNAM, bah, c'est exactement la même chose, quoi. Je veux dire, il est dans une... parce que ça aussi, on oublie souvent qu'il a été un très très grand professeur et que beaucoup de gens, alors pour le coup de la génération d'après, lui doivent énormément. Et pour certains, s'en revendiquent. Je vous remercie. Arlette, excusez-moi, est-ce qu'on peut, par contre, parce que j'aurais besoin de pouvoir le mettre dans un autre écran, revenir un tout petit peu donc, sur la fameuse question de Fuxas, enfin, sur l'esthétisme plus d'éthique, parce que du coup, ça, pour moi, ça va, il ne faut pas le lier, parce que sinon, je ne peux pas le couper pour le mettre sur un autre écran. C'est comme ça fonctionne par thème. Elle vient d'en parler assez bien. Oui, mais sauf qu'elle l'a lié. Si tu veux, alors qu'en fait, moi, il ne faut pas me le lier, parce que sinon, je ne peux pas le mettre sur l'écran, parce que les écrans fonctionnent par thème. Alors si on peut repartir de Fuxas en disant par rapport à voilà, cette, par rapport à cette à la Biennale 2000 où voilà, aujourd'hui, enfin 2000, il y a quand même une dizaine. Il faut que je prononce le nom de Massimiliano, c'est ça? Non, du tout. Non, mais c'est peut-être plus d'être. C'est-à-dire qu'en fait, on était parti de cette. Pour nous, en fait, dans la deuxième galerie, à chaque écran, il y a une thématique. Voilà, moins d'esthétique, plus d'éthique, voilà. C'est ça. Bon. La dernière partie. Alors, si je dis... pour se situer par exemple dans l'esprit de la Biennale d'Archi dirigée par Massimiliano Fuxas, où si le thème était moins d'esthétique, plus d'éthique, bon, alors, on peut pas être contre, hein, mais alors, je crois que j'ai prouvé, c'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Parce que je suis pas sûre, mais peut-être me trompais-je, que la question esthétique vienne avant. Je crois que, évidemment, comme chez beaucoup de créateurs de cette génération, c'est la fonction qui prime. Hein, la fonction prime sur la forme et d'une certaine manière, elle découle. La forme va découler.
de la fonction. Alors la fonction, c'est pas simplement les fonctions traditionnelles, hein, s'asseoir, se coucher, se lever. Bon, c'est aussi dans cette notion de fonction rentre les matériaux, par exemple, hein, la fonctionnalité des matériaux utilisés. Et le choix de ces matériaux va évidemment produire une esthétique, mais elle le produit par rebond. C'est pas du tout par comme une. Évidemment que je suis un peu embêtée là-dessus, parce que c'est un peu bête de dire ça. Évidemment que si on choisit du bois ou du métal, ça va produire une esthétique différente. Hein, bon. Mais si on choisit de produire en métal à un moment donné de l'histoire, aujourd'hui, on ne pense pas à ça, mais à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire, je ne sais pas, les premiers sièges à la fin des années 20, par exemple, où il utilise le tube métallique, le cuir, ça ressemble à des sièges de voiture et tout. Bon, là, il y a une volonté de produire une esthétique, qui est une esthétique mécaniste, bon. Mais ça, c'est au début. Après, il va s'apercevoir que les qualités spécifiques du métal, si elles sont utilisées de manière forte et avec des objectifs comme la production industrielle, il va falloir travailler autrement. Et là, ça produira un autre type d'esthétique. Je veux dire, bon, peut-être que je m'embrouille là-dessus, mais je crois que l'esthétique, chez Prouvé, elle vient de l'ingéniosité de l'usage qu'il fait des matériaux. Elle est produite par ça. C'est une esthétique induite presque.